Bonsoir, chers amis, bienvenue à la journée des musées à la Maison Russe à Брюсселе. Сегодняшний вечер мы посвящаем теме Ар-Нуво, искусство модерна. Это целая серия наших культурных акций, которые мы начали в ноябре прошлого года, 2023, открытием прекрасной выставки, которая называлась «Ар-Нуво» из Брюсселя через Санкт-Петербург в Москву. Эта выставка до сих пор будет экспонироваться в нашем центре. Наверное, мы еще раз будем ее показывать в октябре этого года. Такой интерес она вызвала, и так много у нас пожеланий ее снова экспонировать. Cette soirée d'aujourd'hui est consacrée à l'art nouveau dans l'architecture et dans l'art en général. C'est une soirée dans une série d'événements culturels qu'on a commencé en novembre de l'année 2023 par l'exposition de l'intelligence artificielle consacrée à l'art nouveau et que nous allons renouveler peut-être et montrer encore une fois, exposer encore une fois en automne de cette année, parce que nous avons eu beaucoup de demandes des gens qui l'ont vue et qui veulent la revoir, tellement cette exposition a été un succès et a profité d'un grand intérêt de notre public. Я перехожу на русский язык и хочу, прежде Maintenant, чем... je vais parler en russe. Et avant que je vais passer la parole à notre lectrice qui a participé dans la préparation de l'exposition, pourquoi on est très reconnaissant. Et elle a préparé en fait, donc, avant que je vais passer la parole à notre lectrice, je voudrais faire quelques annonces concernant la partie technique. Passer la parole à notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Anna Kistanova, directrice du musée Melnikov, du musée d'architecture Alexei Chikov à Moscou, qui a été consultante scientifique de cette exposition dont je viens de vous parler. Quelques détails techniques. Сегодняшний вечер у нас происходит с синхронным переводом на французский язык. Если вы хотите продолжать слушать по-русски, ничего не делайте или кликните внизу на иконки с изображением глобуса на русскую звуковую дорожку. Cette soirée aujourd'hui se déroule avec la traduction simultanée en français et je remercie d'avance nos traductrices, interprètes qui vont assurer cette traduction. Si vous voulez nous suivre en français, cliquez s'il vous plaît sur l'icône de globe en bas de votre écran et choisissez la piste française. Ну, а теперь, когда все технические детали... Et donc, maintenant, quand tous les détails techniques ont été précisés, avec un grand plaisir, je vais passer la parole pour la deuxième pour la deuxième leçon. Dana Konstantinovna a parlé déjà de l'art de moderne en général à Moscou et maintenant elle va parler de mon architecte préféré. Et en même temps, nous n'avons pas commandé ce sujet à notre conférencière. C'est elle qui avait choisi. Ça correspond à mes goûts dans les arts. Et donc, c'est un architecte génial. C'est mon opinion personnelle. C'est Fyodor Shektel qui avait eu d'autres noms, mais notre conférencière va vous en parler plus tard. Et une autre annonce, avant que je coupe mon micro, nous aurons un autre événement dans la série de nos actions sur la culture et sur les arts de l'époque moderne. Dans à peu près 2 semaines, nous aurons un autre événement sur un photographe
de Berne qui va parler de la création à l'aide de l'intelligence artificielle en collaboration du musée Chusseff. C'est des images formidables qui ont enrichi énormément notre compréhension de l'art de moderne. Donc, suivi nos annonces concernant Franck DP et l'événement organisé dans 2 semaines. Donc, maintenant, je vais passer la parole à notre conférencière avec un grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir à tous encore une fois. Comme j'étais présentée plusieurs fois déjà, malgré le fait que je suis la directrice du musée Melnikov, et, et donc l'architecte Melnikov a créé dans l'époque d'avant-garde, mais je me suis spécialisée sur l'époque de moderne. Donc Fedor Shektel, il a un autre nom au début, initialement. Il s'appelait Franz Albert Schechtel. Il est né dans la ville de Saint-Pétersbourg, dans la famille de colonisateurs bavares qui ont déménagé dans l'Empire russe à la fin du XVIIIe siècle et s'occupaient, en fait, leur métier était le commerce. Ils étaient des businessmen. Et donc, le père de Franz Albert Schechtel, sur cette photo, on voit sa famille, la famille Schechtel. Donc, notre futur architecte est à gauche de son père. Il a fait ses études à l'Institut technologique de Saint-Pétersbourg et c'est là qu'il s'est marié. Et pendant un certain temps, pendant ses études et pendant le début de son travail, il vivait à Saint-Pétersbourg. Et donc, quand le futur architecte avait 6 ans, ils se sont retournés dans leur ville natale. Ils sont dans la ville de Saratov pour s'occuper des affaires familiales. Mais malheureusement, euh, comme vous voyez sur l'image, c'est cette photo et il y a eu beaucoup. La famille était une famille large, quoi. Et vous voyez ces 5 enfants et il y aura un 6e enfant. Et malheureusement, le père de Franz Albert décède et également son oncle décède. Et donc, la famille n'a plus de moyens de survivre. Et donc, il y a eu beaucoup de dettes. Et la maman de cette famille, qui est restée pratiquement toute seule avec autant d'enfants, elle a dû donner les plus petits dans d'autres familles pour pouvoir s'occuper des plus grands. Et donc ici, Fyodor faisait ses études dans le gymnase de la ville de Saratov sur cette photo. Et également, on peut voir ici son mentor qui va devenir le futur beau-père de Fyodor. Donc, la mère de Fyodor, à la fin des années 60, au début des années 70, elle est arrivée, elle déménage à Moscou et commence à travailler en tant que bonne dans la famille de Tretiakov. Et donc, Tretiakov qui ont fondé la galerie de Tretiakov. Et donc, quand Shektel avait 16 ans, il avait deux possibilités. Avant de déménager à Moscou, il pouvait soit suivre ses études pour devenir un religieux catholique ou venir à Moscou et vivre avec sa mère. Et donc, il déménage à Moscou. Il a fait connaissance avec l'architecte Kaminsky. Et donc, qui a également fait quelques
œuvres pour la galerie pour la galerie Tretyakovskaya. Et donc, Kaminski a proposé euh, quelques possibilités de travailler, également a proposé de faire des études dans l'école d'architecture de Moscou qui commence à devenir connue, et c'était 1860, pardon, 75, alors qu'à Moscou, il y avait une explosion de construction, et donc c'était une période brillante de l'architecture dont le maître était Kaminski. Et donc Chektel va commencer euh, s- et ses travaux et passer dans l'époque de moderne. Et ses tout premiers travaux, c'est justement les exemples de l'éclectique dans l'architecture russe. Donc, vous voyez ici le premier travail qui a été signé par Chektel. C'est un projet de concours pour la construction du musée historique d'État. Et comme vous pouvez voir, euh, pendant la dernière conférence, le dernier webinaire, vous avez entendu que cette option était très intéressante, qui nous rappelle des motifs mixtes russes, parce qu'on doit avoir en fait, de colonnes éclectiques, mais ici on peut voir plutôt l'architecture de l'époque euh, byzantine et romane qui va inspirer l'architecte pour ses autres travaux par la suite. Donc, Franz Albert, après avoir été admis dans l'école d'architecture, il travaillait en parallèle avec ses études, et également le destin l'a amené également dans le chemin théâtral. Et la personne qui travaillait avant pour son oncle à Saratov était un des fondateurs du théâtre à Saratov. Donc, cette personne devient très populaire à Moscou. Et donc, Chektel commence à travailler avec lui, et en obtenant plus de commandes et plus de finances. Et donc, mais c'est sur cette photo, vous voyez le théâtre d'été ici, parce que nous n'avons pas d'autres photos. Et donc, Chektel travaille en tant que costumier. Il est très intéressé par le monde du théâtre, ce qui est lié également avec son style futur de moderne qu'il va exprimer très clairement. Donc, en parallèle avec ses études, il a fait beaucoup de travaux en même temps parce qu'il devait aider sa famille, sa maman. Et donc, il a s'absenté pendant il a s'absenté dans beaucoup de cours, et donc elle était exclue. Euh, il n'a pas il n'a pas fini ses études, donc il n'a pas eu l'autorisation pour la construction, parce que l'architecte, c'est un métier avec une haute responsabilité, parce que quand vous construisez, il faut bien tout calculer pour que ça tienne pendant au moins 50 ans. Donc, les architectes étaient sous la responsabilité pénale pour ce qu'ils les construisaient. Donc, il fallait avoir les études supérieures et en plus une autorisation spéciale d'une organisation moscovite de Douma qui vous émis ce droit de faire de travaux de construction dans la ville de Moscou. Donc, les premiers travaux de Chektel ne pouvaient pas être réalisés à Moscou. Et les tout premiers travaux, c'était le travaux pour soit un concours, euh, soit pour une construction temporaire. Et donc, c'est l'album qui a été créé par Chektel, c'est la coronation d'Alexandre III. Et en 1863,
il a créé cet album de coronation. Donc, ça s'appelle Le Printemps. Et ici, Chectel, du coup, propose les festivités à l'occasion de l'arrivée du nouveau tsar comme une certaine procession qui a bien évidemment l'air d'une illustration de conte. De fait, c'est un peu le style. C'est l'un des exemples. Nous allons voir d'autres exemples des illustrations de Chectel. Mais je vais le dire tout de suite, Chectel a été un très bon graphiste, un très bon dessinateur, malgré l'absence de formation spécialisée, d'études supérieures. Donc, il a débuté directement dans l'atelier de sculpture de Kaminsky, faisait différents travaux. Ils avaient des petits emplois d'à côté, mais malgré cela, on vient bien évidemment son grand talent. Aussi à travers ses illustrations, il était vraiment un représentant éminent de son époque, qui comprenait beaucoup d'artistes véritablement universels, qui avaient non seulement la connaissance d'ingénierie, d'architecture, mais étaient également doués dans la sculpture, dans le dessin, dans la peinture. Et Chectel en faisait partie. Donc, pour parler du graphisme, Chectel effectuait également les couvertures des magazines qui étaient édités à cette époque-là, ou encore les couvertures des livres des auteurs à la mode. Par exemple, sur l'écran, vous voyez un recueil des récits d'Anton Tchekhov sous le nom de Antosha Tchekonte. En fait, Chectel était très ami avec son frère, le frère de l'écrivain Tchekhov. Et voilà un autre exemple d'une illustration effectuée par Chectel et qui démontre très bien son assiduité et l'attention qu'il prenait à ce genre de commandes. Donc, pour passer à l'architecture, tous les travaux de la première étape de l'œuvre architecturale de Chectel se trouvent en dehors de Moscou. Donc, en étant stagiaire à l'atelier de Kaminsky et aussi lié à la famille de Tretiakov, qui était donc leur commanditaire, mais aussi euh, son ami. Les Tretiakov, c'est une famille des marchands. Donc, si vous voulez traduire le titre de marchand en langage moderne, ça serait un homme d'affaires. Et du coup, là, vous voyez un exemple d'une maison de campagne dans la région de Riazagne que Chectel a effectué pour une autre famille des marchands et qui plus précisément était des magnats des chemins de fer, la famille de Dervise. Donc, ils font une commande d'une maison de campagne qui s'apparente plutôt à un véritable château avec les escaliers d'honneur, avec les tours, les petites tourelles au milieu d'un grand terrain de chasse. Et Chectel, étant bien conscient des aspirations de son client, il crée effectivement une image d'un château avec plusieurs niveaux d'escaliers qui nous font penser au château du XVIIIe siècle, le palais de Menchikov, les palais de Saint-Pétersbourg. Le parc, le terrain autour du château était assez grand. Du coup, Chectel crée tout un ensemble de constructions avec les portails, les portillons, les allées, les sculptures. Et du coup, il s'exprime comme également un artiste de théâtre, comme s'il créait des décors de théâtre, mais en plein air. Pour vous donner une idée, vous pouvez regarder le plan de ce demeure, de ce manoir. Il y a donc une partie qui est le parc régulier, il y a un parc paysager, donc il y a vraiment du tout. Aujourd'hui, l'état de cette résidence
est assez triste, même si certains travaux de restauration ont déjà été effectués. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas suffi. Après la révolution de 1917, le destin de ce genre de résidences secondaires, les résidences de campagne, était peu enviable. Elles ont été pillées, brûlées. S'il en restait quelque chose, ce genre de résidence abritait normalement des écoles ou encore des hôpitaux, des différentes sortes d'institutions médicales. En tout cas, ils ont toutes été nationalisées et la majorité des monuments qui se trouvaient en dehors des grandes villes ont été également victimes de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Celles qui ont été épargnées par la Révolution donc ont eu porté un coup dur pendant la guerre. Du coup, il en reste peu qui se sont bien conservés dans la région de Moscou, la région de Ryazan. Ici, dans le village de Kiritsi, en tout cas, on voit bien l'agencement général, le plan général. Et on peut toujours lire, si vous voulez, l'idée originelle de Chectel. Et si vous voyez la photo d'avant la guerre, vous voyez bien que l'état a été beaucoup meilleur. À cette époque-là, c'était un collège technique qui se trouvait dans les murs du château. Bon, l'histoire des contrastes, cette résidence en sert un bel exemple. Vous voyez bien le décor, l'escalier d'apparat, le balcon d'honneur qui est aussi la défense contre la pluie, mais aussi la partie confort pour accueillir les carrosses. Ici, vous voyez que l'emplacement est bien choisi pour les points de vue pour regarder la rivière d'en haut. En fait, ce genre de résidence, Chectel en a effectué 5 et c'est celle de Kiritsi qui était préservée le mieux. Et pour lui-même, étant architecte, déjà un homme marié avec son premier enfant, Chectel se décide enfin de se construire sa propre maison à Moscou. Aujourd'hui, c'est la station de métro Dynamo. La maison se trouvait non loin de la route de Saint-Pétersbourg. En fait, à l'époque, ça ne faisait pas partie de Moscou et du coup, Chectel avait le droit d'y construire. Donc, c'est son premier hôtel particulier, exécuté dans un style classique, en étage. C'est les années 1889-1890, donc le moment où Chectel se rend compte c'était le moment de conquérir Moscou. Donc, si tu construis en Provence, tu perds beaucoup de temps déjà pour le trajet, tandis que sa famille habitait à Moscou. Sur cette photo, vous voyez Chectel lui-même, sa femme et leur fille Vera. Et donc, par la suite, le destin de Chectel est lié au destin des Morozov, Sava Morozov, qui décide de se faire construire une datcha en bois sur la rivière de Kerjach. Vous voyez bien que les aspirations ne sont pas plus modestes. Donc, c'est une photo qui fait partie des archives de notre musée de l'architecture. Et le client, du coup, Morozov, a été très content par les œuvres de Chectel, par cette commande particulière. Et donc, par la suite, il lui en fait une autre. Il lui demande de lui construire un hôtel particulier
à Moscou. Du coup, pour pouvoir bâtir à Moscou, Chektel avait besoin d'une autorisation officielle. Pour ce faire, il fallait prouver que tu es un architecte avec un diplôme, sinon quelqu'un qui a passé des examens. Du coup, Chektel crée un album de 300 pages qui fait place d'une thèse d'un texte, si vous voulez, scientifique qui prouve que Chektel était bien en mesure de construire ce genre de bâtiment. Et du coup, il obtient cette autorisation d'architecte de première catégorie et il reçoit le droit de construire à l'intérieur de la capitale. C'était en 1893. Sava Morozov, le commanditaire, c'était un grand magnat du coton, donc propriétaire de plusieurs manufactures de tissage, de production de coton, de tissu. Lui-même, elle a fait ses études à Oxford. Pour cette raison, probablement, il préfère le style britannique, le style de la gothique anglaise. Donc, il aimait bien l'art de ce pays. Il a fait également ses études à l'université de Moscou, à la faculté de la chimie, où il apprenait les technologies de la coloration des tissus. Et en général, c'était quelqu'un avec un esprit très progressif qui avait beaucoup de respect pour ses employés. Par exemple, dans ses usines, en fait remarquable, les employés femmes, donc à la fin du 19e siècle, qui travaillaient à ces usines, avaient un congé maternité. Donc, cet hôtel particulier est connu comme un hôtel particulier de sa femme, parce que officiellement, c'était elle qui était propriétaire de cet immeuble. En fait, c'était un cadeau que Sava Morozov lui a fait. Les deux appartenaient aux familles des vieux croyants. Et du coup, cette jeune fille, cette femme était déjà mariée, mais Sava, comme on a dit, a été quelqu'un avec un esprit très progressiste, très progressif. Et du coup, elle s'en fiche et elle lui fait ce cadeau. Et cet hôtel particulier se présente aussi comme une scène de théâtre. On voit bien l'entrée, la porte qui fait penser aux résidences de campagne des aristocrates britanniques. Donc, vous voyez que le bâtiment principal est orné d'une fenêtre avec une rose qui fait penser à l'époque médiévale. Il s'agit d'une partie résidentielle qui contient des chambres, donc qui n'a pas de fonction défensive, même si son apparence y fait penser. Sur la façade principale, on voit une chose remarquable qui est une sorte de carte de visite de Chektel. Il y a la fenêtre qui fait écho à l'arc de l'entrée principale. Pour accueillir les hôtes, pour accueillir les invités. Une autre chose intéressante, Chektel est parmi les premiers qui commencent à façonner l'architecture de Moscou. Déjà en introduisant ce concept d'hôtel particulier et en adoptant de nouvelles approches de conception, avec notamment le principe qui
comprend la totalité des façades. Normalement, un bâtiment compte 4 façades et du coup, Chectel faisait de sorte que chaque façade soit celle d'honneur, soit celle de parade. Et ces façades sont très souvent différentes. Et c'est l'un des principes en fait caractéristiques du moderne russe. Un autre principe, c'est la conception qui partait de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, ça se traduit par exemple par les grandes fenêtres, donc le souci de lumière pour les espaces des escaliers, des salons. Ici, justement, vous voyez l'entrée d'honneur, l'entrée d'apparat. C'est la photo de l'époque. À gauche, vous voyez une église qui a été rasée en 1932, à l'église de San Spiridon. Et en fait, la rue porte son prénom. Et il y a beaucoup de détails très fascinants. Il y a des lanternes, et il y a des tours, des petites tourelles de forteresse sur le balcon d'apparat. Il y a des éléments caractéristiques du style gothique, les petits détails qui remplissent l'ensemble de cette œuvre. Pour les intérieurs, le style n'est pas seulement gothique. En fait, le style est très diversifié et très varié en fonction de la fonction de la chambre, de la pièce. Ça peut être rococo, ça peut être le style classique. En fait, tout ce qui était à disposition de Chectel, Chectel l'utilise. Il prouve qu'il est capable de travailler dans différents styles et c'est cet hôtel particulier qu'il montre dans cet album de 300 pages, donc en démontrant son savoir-faire. Donc ici, vous voyez par exemple un dessin, une esquisse pour donner une idée des dimensions. Il dessinait toujours une figure humaine. Là, par exemple, c'était la figure de Sava Morozov et ici, sur l'escalier, vous voyez la petite figure de sa femme. Donc, vous voyez toutes les 4 façades. Cette fenêtre est celle du grand vestibule du rez-de-chaussée. Ici également, vous voyez un couple qui se promène, le couple Morozov, et la carrosse qui donc indique l'entrée principale. Bon, nous n'allons pas regarder toutes les 300 pages de cet album, mais je vais vous donner quand même quelques illustrations, quelques fenêtres. Vous voyez un corps, des figures humaines pour avoir une idée des dimensions. Cette fenêtre a été préservée. Donc, sur cette photo-là, vous voyez moi-même également pour donner une idée des dimensions. Aujourd'hui, cet hôtel particulier est une maison de réception qui appartient au ministère des Affaires étrangères. Et donc, l'accès est très, très limité, on va dire. Mais tant qu'un des employés du ministère était ami du musée de l'architecture, il nous a invités de venir pour 1 heure après l'intervention de Sergei Lavrov. Donc, nous en avons profité, comme je vous ai dit. Et il y a tous les styles, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'exercices, d'essais qui vont ensuite être répétés dans ces ouvrages par la suite. Par exemple, cette colonne rouge, vous allez encore la revoir dans ses œuvres ultérieures, les détails les plus marquants. Donc, Chectel, comme quelqu'un qui connaissait très bien comment le théâtre fonctionne, comment produire un effet d'inattendu,
pour quelqu'un qui se retrouve dans le bâtiment, donc le public qui entre dans l'hôtel particulier des Morozov, il est tout de suite surpris par tous les détails, par cet escalier avec les chimères et qui fait penser à un chien très maigre ou peut-être aussi un serpent avec un lampadaire comme une fleur. Voilà ce qui t'accueille dans le vestibule. Donc, tout de suite, ici, on peut trouver ce mystère. On a l'impression d'arriver dans un château médiéval. On peut trouver ces éléments intéressants. Donc, c'est une mise en scène. Certaines choses vont rester très classiques, d'autres vont être bizarres, étranges. Donc ici, on peut voir le banc qui n'a pas été terminé. C'est un de nos dessins favoris pour la salle à manger avec quelque chose d'étrange ici à droite. Et ce banc-là, à droite, a été réalisé. Et en effet, ce banc a été posé sur l'escalier pour que les gens puissent se reposer. Donc, ce dessin-là, c'était également une conception de Chectel. Chectel prenait en compte toutes les nuances et il élaborait le design général. Et donc, les éléments architecturaux et tous les meubles, tout cela a été réalisé exprès pour cette résidence sur ces croquis. Donc, c'est l'image qu'on voit en entrant dans cette résidence. On voit ici ces décorations, comme par exemple ici sur l'image à gauche avec un escalier inhabituel. Et donc, il y avait également un palmier qui n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, il était installé là. À droite, nous avons un des escaliers principaux du bâtiment et Mikhail Vrubel a créé une sculpture exprès pour cette résidence. C'est là que Chectel commence à impliquer les jeunes architectes pour travailler ensemble en leur donnant la possibilité de travailler et gagner de l'argent parce que lui-même, il comprenait à quel point il était difficile de trouver son client à Moscou. Donc ici, c'est une des salons. C'est un dessin formidable. Nous voyons ici la cheminée qui a été couverte par une espèce de store. Et donc, il n'avait pas besoin de cheminée parce qu'il y avait le chauffage réalisé autrement avec le chauffage d'eau. Et donc ici, sur ce dessin, sur cette image-là, nous voyons la salle à manger avec les chevaliers qui ont été réalisés. On peut ici deviner quelques éléments qui nous rappellent les châteaux britanniques. Et on peut trouver un peu de l'Italie en plus, mais c'est une image qui ressemble les éléments d'une vie riche. Mais bien sûr, les clients pouvaient le permettre. C'est la résidence qu'on voit aujourd'hui, de nos jours, et dans les années 1890, le bâtiment a brûlé et donc certains de ces parties ont dû être restaurées selon les croquis du musée d'architecture, mais pas tout a été restauré et en sachant qu'aujourd'hui c'est le ministère des Affaires étrangères qui réside, bien sûr, les meubles sont modernes, ce qui fait un contraste avec le bâtiment lui-même. Donc,
ce sont les images des angles différents de l'état de ce bâtiment, de ce château. On peut voir certains éléments stylisés. C'est l'effet qu'on peut voir quand on rentre dans ce château. C'est l'effet quand on voit de la lumière du loin et on peut avoir le contre-jour dans les yeux et comme si on rentrait dans une conte de fées gothique. Et cet escalier principal avec les lampes à 11, donc certaines de ces lampes ont brûlé pendant le feu et pas toutes ont pu être restaurées. Ici, on peut voir également un effet de lumière intéressant. Ici, on peut voir sur cette image-là les chimères, les dragons, les serpents. La photo a été faite du bas et on peut voir ici tous ces détails en bois. Et on peut comprendre que chaque de ces détails ont été très bien en fait mis. Les lumières nous rappellent les projecteurs de théâtre. Donc ça, c'est un aperçu de tous les chambres, toutes les pièces qui sont en fait qui sont accessibles au public avec des styles différents et qui prennent en compte des demandes des clients, de sa propre femme qui aimait beaucoup des événements différents. Donc, il y a beaucoup de styles différents qui ont été, qui sont représentés dans cette résidence qui représente son unicité, pardon, le fait que c'est très unique. Donc, Chektel a travaillé avec la famille de Morozov et après, Chektel a commencé à la restauration en fait de l'intérieur de cette résistance pour Aksenia Morozova. Donc, nous voyons ici cette mise en scène. On peut trouver ici également Vroubel qui a écrit un panneau qui fait partie de la collection de la galerie Tretiakovskaya et qui avant est resté dans cette résidence. Donc, naturellement, Chektel travaille à Moscou et il achète un terrain à 10 minutes, de la résidence Spiridonovska qu'on a vu. Il a acheté ce terrain pour construire sa propre résidence qui est située dans l'impasse de Himalaya. Et on a vu pendant le dernier webinaire, il est très intéressant de voir on peut retrouver ce thème de gothique. Heureusement, c'est pas baroque. Et on dit que chez nous, on dit le baroque allemand ne soit pas sévère avec moi. Bon, c'est un peu une traduction mot à mot. Donc ici, Chektel commence à travailler sur ces nouvelles idées pour toutes les façades du bâtiment à l'intérieur vers l'extérieur et c'était en 1896 dans en fait la résidence sur Spiridonovka a été construite pendant 5 ans. Donc, c'était une construction en chantier sérieux et en même temps, Chektel construisait sa propre maison. Et donc, à droite, il a fait réaliser ce portail d'entrée et Chektel a mis a inclus dans les tours, les escaliers
Et donc, également, il y a une pièce pour les invités qui a été prévue. Ici, c'est les croquis de la façade. Donc, on peut voir ici quelques petites tours en haut. À gauche, on retrouve la deuxième tour. Je vais vous montrer le plan de ce château. On peut avoir l'impression qu'il y a plusieurs volumes qui ont été inclus dans ce château-là, dans cette résidence. Donc ici, on peut voir retrouver l'entrée avec les escaliers et on peut retrouver d'autres escaliers au centre. Ensuite, vous passez par euh, ce salon. Ensuite, on passe dans la salle à manger. Et ensuite, on retrouve dans la deuxième tour, on peut retrouver un deuxième escalier. Ici, on peut retrouver les carrés, les triangles, les cylindres, les trapèzes. Donc, avec ces volumes-là, quand on les voit de l'extérieur, ces volumes-là créent cette construction intérieure de cette résidence. Donc, tout d'abord, il prépare les plans et ensuite, il les réalise. Et comme il donne à cette façade une image gothique qui est assez acceptable pour Moscou, mais en même temps, c'était quand même assez étrange pour notre ville. Et comme cette résidence se trouvait à l'angle de rue, quand on veut euh, faire photo de cette résidence entièrement, c'est pas assez facile. Et donc, quand les personnes traversaient la rue, ils regardaient cette résidence, ils ne comprenaient pas si c'est une résidence, si c'est un bureau, ce sont des bureaux administratifs, c'est autre chose. Donc, c'était difficile à comprendre. Et donc, quand on tourne sur l'impasse de Yermolaev, on peut voir ici également l'ambassade d'Uruguay et on ne peut pas y accéder sauf si vous faites partie de l'ambassade d'Uruguay. Donc, je n'ai pas pu accéder dans ce bâtiment à l'intérieur, mais il y a quand même des photos de la cour qui a une autre solution, représente une autre solution architecturale. Et ce genre de détails intéressants, par exemple, on peut trouver ici un panneau en mosaïque avec les iris. On peut voir les boutons, en fait, les bourgeons, ensuite les fleurs qui s'effadent. Et donc, également, on peut retrouver la lettre S qui est la première lettre de son nom. On peut voir ici quelques photos de l'intérieur et il a également construit une cheminée pour lui qui est très grande dans laquelle on peut entrer à pied. Et à gauche, on peut voir la collection de Chactel, les travaux de Rubel, les peintures de Serov. Donc, ici, cette partie de notre vie, de la vie de Chactel et les travaux des peintres les plus connus de l'époque de Chactel sont ici représentés. C'était les personnes avec qui il était en contact proche et il a acheté ces œuvres. Et malheureusement, après la Révolution, ces tableaux ont été vendus et nous n'avons pas cette collection en entier. Ici, on peut voir le salon où on pouvait recevoir les invités qui donne sur la façade du bâtiment. Ce sont des photos de nos jours. Ici, que vous voyez, l'escalier au centre de cette résidence et qui est décoré en plus par ce
ce lampadaire. Un autre bâtiment important, c'est celui-ci. Donc, un vrai, pour parler en fait, des réalisations de Chectel, on doit surtout parler des bâtiments réalisés à Moscou, mais en vérité, il a réalisé plus de 200 bâtiments et résidences, pas seulement à Moscou. Ici, c'est la résidence de Radechevski qui se situe à environ 15 minutes de sa propre résidence. Et les clients faisaient partie également des gens riches qui s'occupaient du développement dans certaines affaires ou d'autres. Et Chectel crée ici une résidence du niveau de moderne européen. Donc, on peut retrouver beaucoup l'influence d'Art Nouveau européen. À ce moment-là, Chectel a pu aller à Paris pour voir l'exposition de 1890 et pour comprendre qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la culture européenne et euh, quelle variante de style Art Nouveau était représentée chez les Français, chez les Belges. Donc, il s'inspire de ce style-là et il crée son propre style en incluant des demandes des industriels russes moscovites et les demandes de la ville et également les influences romantiques qui sont également importantes. Euh, donc, c'est un bâtiment qui est assez bas, qui va nous donner le sujet qu'on peut retrouver dans ces créations. C'est le sujet d'une spirale, d'une image d'un escargot qui représente la cyclicité de la vie. Et donc, cela crée le mouvement même euh, dans donc d'une personne qui passe. On peut comprendre que en même temps, on peut voir ici une descente dans la partie privée et l'entrée principale à droite, parce que comme le bâtiment, la résidence est sur le croisement de deux rues, il y a en fait, de cette manière, l'entrée principale, il l'a mise d'à côté parce que c'était l'idée de Chectel et en même temps, cette entrée, elle est bien accentuée par le gros volume avec un balcon pour les mettre à son toit. Et donc, ici, il associe le style moderne européen, donc le volume précis, la géométrie précise. Donc c'est un cube. Et en même temps, le décor lui-même de cette résidence, les fenêtres, par exemple, on peut retrouver les fleurs sur ces fenêtres, les mosaïques, tout cela a été créé. Donc, cela crée un ensemble qui nous donne l'impression d'un être vivant. Et du coup, c'est un exemple très caractéristique de son œuvre. Et ces images, c'est de la mosaïque qui a été créée par l'atelier de la mosaïque des Frolov à Saint-Pétersbourg. En fait, toutes les grandes mosaïques à Moscou ont été créées par cet atelier, dont de nombreux sur les dessins de Chectel.
La façade est revêtue par des tuiles. Donc, en matériel, en céramique, des tuiles en céramique. Le bâtiment lui-même a été construit en briques. Donc, pour vous donner une idée du plan, vous voyez tout de suite que c'est assez sophistiqué, mais ça ressemble beaucoup au plan du bâtiment précédent. Du coup, toutes les structures, tout l'immeuble est organisé autour de l'escalier qui est comme un point d'attraction de tous les intérieurs. Les pièces sont organisées en enfilade, donc on peut passer d'une pièce à l'autre. La même organisation a été choisie pour le rez-de-chaussée et pour le premier étage. Dans quelques esquisses des frises de mosaïque par Chectel, c'est du carton sur lequel il a collé des fragments, des détails, donc les dessins en aquarelle, les éléments de la frise en mosaïque qu'il a signé. Une autre façade de côté, qui répond également à ce principe de l'intérieur vers l'extérieur. On voit que la partie gauche est un petit peu plus élevée. Donc, dans cette partie-là, il y a justement l'escalier qui se cache et il y a également une petite église de famille qui se cache à l'intérieur. Quand vous voyez ce genre d'organisation des fenêtres, c'est un signe qu'il y a justement un escalier à l'intérieur. Dans quelques détails, on fait le zoom sur les détails. Donc, cette frise en mosaïque, les motifs floraux étaient également des cadres des fenêtres en bois unique, exécutés spécialement pour cette commande-là. En fait, aujourd'hui, c'est cette porte-là qui sert d'entrée pour le musée. Donc, l'entrée se fait pas par l'entrée principale, mais il faut d'abord passer par un petit corridor. Il faut descendre en bas, passer par le local qui servait de cuisine pour entrer dans le musée. Aujourd'hui, cet hôtel particulier abrite le musée de Gorky, de l'écrivain Maxime Gorky. En fait, un détail intéressant, Gorky a été en exil dans cet hôtel particulier qu'il haïssait du coup, et c'est une sorte d'ironie sarcastique. Sur la photo, vous voyez justement l'entrée principale, qui a un aspect bien différent. Vous voyez bien les détails, encore une fois, il y a des panels en bois avec des formes ondulantes. Regardez les poignées avec le même motif de spirale. Sur le plancher, nous voyons une fois de plus une mosaïque organisée comme des cercles concentriques, comme si, vous savez, une pierre était tombée dans l'eau. Et plus bas, il y a un ornement aussi en mosaïque, le même qui sera par la suite répété dans l'espace de l'escalier, mais déjà sur les murs. Cette photo est faite du côté de l'escalier. Ici, c'est l'entrée de l'immeuble qui vous accueille par un vitrage. Donc, dès que vous entrez dans l'hôtel particulier, vous voyez ce beau vitrage illuminé par cette lampe, ce lampadaire venant de l'escalier. Et donc, le fameux escalier avec le lampadaire comme dans sa propre maison. Je pense que c'est vraiment l'escalier le plus connu, compte parmi les détails de Chectel les plus connus et reconnus. C'est vraiment du marbre vivant qui coule, qui donne l'impression d'être fluide et qui est une véritable chef-d'œuvre. C'est l'une de ses idées les plus géniales.
qui en fait le relie Gaudi, Victor Mortan, Guimard, avec tous les grands artistes de cette époque. Les armoires que vous voyez au fond appartiennent déjà à l'époque de Gorky. Vous voyez bien la différence des styles. Bien évidemment, Chectel ne les aurait jamais mis ici. Nous avons déjà vu les esquisses du salon. Du coup, les voilà. Et la photo de ce salon avec une cheminée, avec un papillon. Видно, опять открывается обзор на эту лестницу и вот такие очень, очень тонкие металлические элементы, которые играют такой образ, не знаю, ширмы. Avec un papillon, avec tout le décor du style Art Nouveau, une très jolie lustre également exécutée sur les dessins de Chectel pour cette pièce-là, les panels en bois sur la partie basse des murs, avec également des dessins. Une autre photo des archives de la famille Chectel. En fait, il y en a très peu. Il y a très peu de photos en noir et blanc qui ont été conservées. Et là, je voudrais attirer votre attention au parquet avec un dessin un peu commun, on peut dire. Et cette insertion qui nous fait encore une fois penser à un rideau de théâtre et qui, en fait, apporte sa contribution à l'image de l'ensemble de l'œuvre. Oui, bien évidemment, il y a des pièces de meubles modernes qui s'inscrivent très mal dans cet ensemble. Donc aujourd'hui, vous voyez que malheureusement, ni le lustre ni la cheminée ne sont plus là. Mais il y a des éléments qui sont bien conservés, comme les panels en bois. Donc pour revenir aux esquisses, c'était bien l'image recherchée par Chectel, encore une fois, une figure humaine. Donc ici, c'est le client, c'est Monsieur Rabushinsky, le propriétaire de cet hôtel particulier. Ok, nous avançons. Sur cette photo-là, nous voyons le salon bibliothèque, tout à fait extraordinaire. Ici, tout est fait en bois, l'accent est mis sur le bois, et puis le plafond, très remarquable aussi, qui combine la sculpture et le dessin avec les chrysanthèmes et une petite image de l'escargot qui continue ce thème de spirale. Et les bureaux, les cabinets dans la partie gauche du bâtiment. Donc, dès que vous entrez dans l'hôtel particulier, si vous le faites par l'entrée principale, donc vous avez deux chemins à emprunter. Si tu es venu comme un coursier pour une affaire, on va dire, tu vas te diriger directement vers le propriétaire de la maison. Si tu es quelqu'un qui est venu pour boire une tasse de thé, tu tournes à gauche pour accéder au salon. Donc l'espace est très bien organisé. Donc à gauche, il y a le salon et la chambre. Oui, la chambre du propriétaire était au rez-de-chaussée et la partie droite, plus publique, moins intime. Si on monte à l'étage, et chemin faisant, donc montant cet escalier, vous avez d'ailleurs l'occasion de faire une petite pause dans cette niche. C'était fait expressément pour le père de Ryabushinsky, qui avait déjà du mal à marcher et qui pouvait donc faire cette escale en montant à l'étage avec un petit balcon.
Là encore, on voit ce lien, cet écho entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, le même balcon, la même grille du balcon a été répétée, a été emportée de l'extérieur vers l'intérieur. Cette fois-ci, une approche extraordinaire. Donc, cette connexion de l'intérieur vers l'extérieur, cette fois-ci, c'est le sens contraire. Et vous voyez le même ornement qu'on a vu dans la mosaïque à l'entrée et qui se répète par la suite sur les murs de l'escalier. Et un autre détail important que nous voyons ici, la fameuse colonne rouge et le chapiteau ciselé, un élément plus classique, la colonne qui t'accueille à l'étage avec un chapiteau orné des salamandres. En fait, il y a toute une série d'hypothèses concernant le symbolisme des salamandres. Il y a plusieurs théories. Pour moi, en tant qu'historienne d'art, je pense que c'est tout simplement un élément esthétique. Et en fait, le chapiteau, au sens classique, c'est quelque chose qui soutient Переделана и настолько является, по сути, синонимом стиля модерн. То есть, по сути, здесь капитель просто ожила и превратилась в таких вот la интересных partie haute de la structure. Ici, à part sa fonction technique, il y a également cet aspect esthétique, ces animaux bizarres qui, en fait, forment ce chapiteau. L'esquisse qui montre bien comment l'espace est organisé, donc l'espace d'entrée avec le décor en cercle, ensuite l'espace des carreaux, espace de transition, et ensuite cette vague qui se déferle vers l'espace de l'escalier en provenance du salon. Encore quelques détails du décor. Cette partie-là, en fait, c'est la ventilation. Il y avait un système de chauffage très sophistiqué. La cheminée n'avait que une fonction décorative. Donc, l'hôtel particulier de Rябушинский a été construit entre 1901 et 1903. Après l'achèvement de cet hôtel particulier, Chektel est très connu, il est très réputé, très sollicité. Il compte parmi les meilleurs architectes de Moscou, une figure de proue de l'école d'architecture de Moscou. Il est membre de la Société d'architecture de Moscou. Il enseigne, il donne des conférences et il se positionne en tant que l'un des architectes les plus à la mode. Et donc, il se voit confier une autre commande, Madame Zimina, une figure assez odieuse de l'époque, une femme avec des avis très progressistes également. Elle portait le nom Batukova quand elle était jeune fille. Son père était aussi un magnat, un gros industriel. Ces usines de tissage se trouvaient au plein centre de Moscou. Et il y a une petite ruelle qui porte toujours son nom, rue Batukovsky. Donc après sa mort, c'était son fils qui a hérité toute sa propriété, mais il a échoué et du coup, sa fille a pris le relais. D'abord, elle a épousé l'un des représentants de la famille Rябушинский, d'où en fait, elle apprend l'existence de l'architecte Chektel, parce qu'elle était épouse du cousin de Rябушинский. Ensuite, il se divorce de Stepan. Elle se marie avec un militaire, Dzerzhinsky, et elle offre cet hôtel particulier en cadeau à son mari. Donc, c'est un peu l'exemple contraire.
Donc, elle a pu faire renaître l'affaire de son père. Elle est devenue une dame très aisée qui a pu se permettre de faire à son mari ce genre de cadeau. Ici, Chektel crée une image un petit peu différente. L'hôtel particulier des Rябушинski, c'est une image plutôt marine, ondulante. Ici, au contraire, l'image est plus solide. Ça se présente comme une forteresse. Oui, bien évidemment, une si grande fenêtre serait mal appropriée pour une forteresse, mais en tout cas, ça a un air plus masculin, même si la cliente était une femme. Nous, nous voyons que même avec 2 ans de différence, les motifs de l'art déco, du modernisme sont bien présents. Donc la première chose que tu vois, c'est cette grande fenêtre et la différence des hauteurs. Et il y a aussi ce principe de l'intérieur vers l'extérieur qui s'applique ici. Le volume, c'est la chose principale, c'est le volume qui t'accueille, notamment le salon illuminé par cette grande fenêtre. La hauteur, je pense, doit être autour de 8 mètres, même si je ne suis pas sûre. En ce qui concerne le plan, c'est un peu, ça ressemble un peu au dessin précédent. On voit le volume principal qui est celui-ci, qui est notamment le salon. Donc, l'espace où Madame Dziaginskaya passait ses soirées, où il invitait différents investisseurs, hommes d'affaires, ainsi de suite. Donc, Chektel essaye de produire un effet de théâtre dès que tu entres dans le bâtiment. Là encore, du côté, par le côté. Ici, c'est la rue Kropotkinskaya. Donc, on accède à l'intérieur du côté et dès le début, cet espace te plonge dans un monde différent. Là encore, il y a beaucoup de détails architecturaux très intéressants, comme ce volume cylindrique qui cache un autre escalier, escalier à vis. Et il y a la porte d'entrée avec une grille intéressante. Et il y a là encore le sujet, le thème de spirale. Un autre élément décoratif, une jeune fille décorée de fleurs sur sa tête. Cette image vous accueille du côté de la cour. C'est tout un ensemble, en fait, de construction, des annexes pour les servants et il y a aussi une palissade. Les intérieurs nous font penser aux images des forteresses, des résidences européennes. Et il y a encore des panels en bois. Vous voyez une poignée en forme d'araignée. Oui, peut-être ça fait penser, vous savez, à l'araignée veuve noire, mais en fait, non, ici, le Chektel ne fait pas allusion à Madame Dzierżynskaya parce que tous ses 3 maris ont été bien vivants. Ensuite, vous montez l'escalier et vous vous trouvez dans l'espace du grand salon qui faisait effet, qui faisait penser en fait que vous vous trouvez effectivement dans une forteresse médiévale. Et il y a aussi une cheminée décorative parce que également il y avait un système de chauffage par vapeur qui a été mis en place. La photo que vous voyez, donc la photo moderne, vous voyez aussi des éléments, des images avec les jeunes filles. C'est du tissu qui a été tendu dans la partie haute avec donc les dessins de Boris Mousatov. Lorsque Alexandra Dzierżynskaya, la cliente, discutait des détails du bâtiment, Chektel lui a proposé donc d'embaucher l'un des artistes
très à la mode de l'époque pour exécuter des peintures dans cet espace. Et du coup, elle a étudié les options. Borisov Moussatov était parmi les candidats, mais en fait, il demandait une plus grande rémunération. Et du coup, elle a dit non. Elle a préféré la peinture, tout simplement peindre les murs. Mais les esquisses ont été conservées à la galerie Tretiakov et les restaurateurs ont eu cette idée, du coup, de placer les dessins de Borisov Moussatov sur les murs. Mais encore une fois, ce n'est pas une fresque, c'est du tissu avec des dessins imprimés dessus. Donc, au début, cette image était comme ceci. C'était très impressionnant quand les gens venaient visiter pour un événement. Bien sûr, cet espace-là était très impressionnant et on comprenait que la- cette personne-là était très riche, qui est très aisée, qui pouvait se permettre de se construire un château au centre de Moscou. En plus, on voit ici une très grande fenêtre qui donne beaucoup de lumière dans cette pièce. Et malheureusement, on ne peut pas ici comprendre l'échelle, les dimensions de cette fenêtre parce qu'on peut pas, on n'a pas de, on n'a personne ici sur cette photo, mais cette fenêtre est de 2,5 mètres d'auteur. Et on peut retrouver beaucoup d'éléments ici intéressants et également on peut retrouver le motif de spirale dans quelques décorations. Par exemple, ici au plafond. L'autre pièce, c'est le salon. Et Chectel pensait comment est-ce qu'on pouvait éviter certaines difficultés et pour inclure en fait les lampes, les lumières dans les décorations, qui restent très modernes même si plus de 120 ans se sont écoulés. Bien sûr, ici on comprend que les meubles sur la première photo étaient modernes, mais à l'époque, les meubles ont été réalisés à la commande. Ici, on peut voir les photos avec des meubles différents. Pour chaque pièce, les meubles avaient des couleurs différentes. On a eu des couleurs lilas, des couleurs roses pour des pièces différentes. Ici, on peut voir la cheminée. Malheureusement, la cheminée n'a pas été conservée comme les meubles. Ici, on peut voir une esquisse pour les meubles pour cette résidence. La deuxième esquisse est également conservée. Donc, ici, on peut voir la salle à manger qui, en général, a été complètement préservée, sauf les lustres qui n'a pas été restauré. On peut retrouver ici cette fenêtre allongée qui donne beaucoup de lumière à la pièce. On peut voir ici la cheminée avec des céramiques. Et concernant les lustres, c'est à quoi elle ressemblait de bas. Si on regarde de bas, on retrouve également ce motif de spirale. Et bien sûr, cette esquisse est très inspirante et même aujourd'hui, j'aimerais bien avoir ce lustre dans ma maison. Quand on est assis à table, on a complètement une autre impression. Ici, dans ce bâtiment, c'est l'ambassade de l'Australie qui réside, et l'ambassade est beaucoup plus en fait, permissible pour le public. On peut y entrer et faire des photos. Donc, les meubles ont été restaurés. La partie cheminée était également préservée.
On retrouve ici les deux escaliers, l'escalier principal et l'escalier intérieur, et on retrouve encore cette spirale. Quand la résidence a été terminée en 1903, Chektel a même proposé à Alexandra Dzerzhinskaya de en fait élaborer l'invitation pour un de ces événements, pour une de ces soirées pour le 6 février 1903. On propose de la salade, de la glace, du mouton pour le plat principal. Cette invitation, format papier, était pas grande. La résidence a été dessinée par Chektel lui-même. Oui, je comprends que je vous parle déjà depuis longtemps et je ne vous ai pas montré beaucoup de choses encore. Peut-être nous aurons une deuxième partie de webinaire de cette exposition. Donc, Chektel a reconstruit le bâtiment représenté ici sur cette photo. Ici, la personne qui s'appelait Smirnov, le propriétaire de la production de vodka et des liqueurs. La vodka Smirnov, c'est justement cette personne-là qui était propriétaire. Et donc, il a acheté un immeuble à Moscou et il a demandé à Chektel de la reconstruire. Et donc, c'est un immeuble très ancien dont la cave remontait encore même au XVIIe siècle. Et donc, Chektel a construit une grande fenêtre et a rajouté des petits balcons. Il n'a pas changé autre chose dans la façade. Le bâtiment se trouve sur le boulevard Tverskoy. C'est de près, les images de près. On peut voir ici les éléments avec les châtaignes très populaires à l'époque. On peut voir ici les esquisses du bâtiment principal et on peut voir également le salon de ce bâtiment qui est la pièce la plus impressionnante, la plus imposante, dont le but était de impressionner les invités. Et comme vous pouvez comprendre, en jugeant sur la taille des fenêtres qui donnent sur la façade principale, ici une image intéressante qui a été créée qui nous lie avec les Moyen Âge. On retrouve les images des animaux, des éléments qui nous rappellent les chapelles romanes et également les éléments de la cheminée avec les lions à la base. La cheminée est très imposante. Le plafond comprend des éléments en bois et là, il a été peint en couleur dorée qui donne des nuances très différentes en fonction de la lumière. Et la fenêtre est également décorée par les éléments de la verdure. En fait, ici, une fille de 1,75 m est photographiée à côté de cette cheminée. On peut comprendre l'échelle de cette cheminée. Et on peut retrouver encore une scène d'une bataille médiévale dans les décorations de cette cheminée. Et ensuite, encore une fois, les panneaux en bois, quelques le lustre qui a été
initialement construite sur les esquisses de Chectel. Encore quelques détails de plus près. Il faut également dire que Chectel était une personne qui va devenir un des leaders dans l'architecture de cette période-là, qui va définir les vecteurs de développement. Et bien sûr, les débuts de tout cela commencent dans les années 1890, quand on peut retrouver beaucoup des éléments qui nous rappellent la résidence de Dzerzhinsky. Et on peut retrouver ici ces éléments, cette combinaison des styles différents selon les demandes du client. La ventilation est cachée dans le plafond parce qu'il faut avoir assez d'air à respirer dans cette pièce-là. C'est pour cette raison qu'on a rajouté la ventilation. À la fin des années 1900, le style classique commence à gagner. Donc, c'est un retour vers le style populaire ampère. Parce que le 5e anniversaire des guerres avec Napoléon va se rapprocher et donc sa troisième résidence de Chactel va être construite dans ce style-là. C'est l'année 1909 quand il achète un grand terrain sur la rue Sadovaya dans l'impasse Malaevski. Ici, nous voyons une esquisse qui ressemble à la résidence moscovite avant le feu de Moscou. Donc, vers la fin du XVIIIe siècle, qui représente le style classique. L'une des premières esquisses représentait à cela. Donc, on a quelques éléments gothiques, comme dans sa deuxième résidence, mais pourtant, le style classique gagne et cette résidence a été créée dans l'esprit de résidence urbaine. Et quand vous regardez ce bâtiment, si vous n'êtes pas très attentif, on peut penser que c'est une résidence de la fin de 1900, des années 1900. Mais en même temps, on peut voir que les décorations sont superposées sur la façade centrale et on peut retrouver la symétrie qui est la base du style classique. On peut retrouver les débuts du style classique, mais en même temps, les fenêtres sont de dimensions différentes. Le balcon est à droite, on ne comprend pas où est l'entrée principale. Nous avons l'arche également qui nous invite dans la cour et qui nous donne l'impression qu'il y a d'autres constructions qui sont à l'intérieur. Et au-dessus de cette arche, on peut voir ce panneau et de gens qu'on doit deviner qui vit ici. Ici, on peut trouver Athènes, pardon, c'est-à-dire ça, c'est comme une allusion qu'une personne qui qui fait partie des arts vit dans cette maison. Et donc, il est écrit Konstantin Melnikov avec des grandes lettres, mais la personne qui fait partie des arts, vit dans cette maison-là,
Donc, l'escalier qui mène nulle part, c'est juste comme une décoration en plus. On peut retrouver une galerie qui représente l'espace qu'on peut voir quand on rentre dans cette résidence et on peut retrouver également une petite cheminée. De cette manière-là, on comprend que Chektel, en quelques années seulement, a pu essayer ses compétences dans les styles différents avec les éléments gothiques, dans sa propre résidence, dans la résidence de Morozov, et où en quelques années après, on peut retrouver le style moderne européen euh, en montrant euh, euh, le sommet d'un bâtiment idéal. Et il va en effet être en avant-garde, dans les avant-gardes du développement des arts dans cette époque-là. Et donc, Fyodor Shektel a été baptisé dans la religion orthodoxe et donc il a obtenu son prénom Fyodor. Il a été baptisé dans l'église de Saint-Ermolai qui a été détruite par la suite. Et ensuite, la révolution a eu lieu et tout ne va pas très bien pour Chektel dans sa vie. Et malheureusement, comme il construisait pour les personnes qui vont pas se retrouver au pouvoir, au nouveau pouvoir, sa carrière ne va pas se développer par la suite et il va être obligé de vendre sa résidence pour rien, pratiquement vendre pour pratiquement rien sa collection euh, qui a été nationalisée pour le Fonds national, mais il continue à enseigner. Malheureusement, il ne pourra pas vraiment construire plus tard. Je vais vous montrer quelques-uns de de ces derniers travaux, et peut-être nous aurons la possibilité d'avoir un autre webinaire pour parler de ces bâtiments publics, parce qu'il y a eu quelques bâtiments cultes. Donc à Moscou, en 1923, il y a eu lieu la première exposition agricole où ont été en fait montrés étaient exposés les événements, en fait, les réunions commerciales et l'architecte principal a été Alexei Choussev qui a donné la possibilité de travailler dans cette exposition à tout le monde. Et donc, Chektel a eu le pavillon de la République de Tadjikistan. Donc, on peut retrouver cette esquisse, on peut ressentir son âme. Et donc, Chektel, à cette époque-là, il seulement enseignait. C'est là à quoi ressemble cette école d'architecture où il a en fait a été étudiant et ensuite Youssef a travaillé également dans cette école-là où Chektel a enseigné. Et donc, Youssef a donné la possibilité à Chektel de gagner un peu d'argent. Donc, Chektel a participé, en fait, il a été photographié, il sortait de ce pavillon. Il était cet homme imposant avec un chapeau. C'était en 1923. Il était une personne qui a conservé sa dignité.
Et en même temps, il On voit bien qu'il crée les crée. projets de les stations hydrauliques, mais il n'a pas eu la commande, malheureusement. Et du coup, sa dernière tentative de travailler auprès des nouvelles autorités, c'est un projet du mausolée Lénine. Euh, En fait, ça fait penser aux pyramides de l'Égypte, bien évidemment, mais euh, ce projet répondait aux conditions du concours qui ont été publiées dans le journal Pravda. En fait, ce que Krasine voulait, Chektel l'a fait. On voit que quelqu'un appartenant à l'époque précédente essaye donc de concevoir ce monument, mais ce projet n'a pas gagné. Voilà un peu brièvement, mais en tout cas, j'ai essayé de vous donner un tour d'horizon de l'œuvre de Chektel. Peut-être qu'on pourra organiser une autre conférence pour couvrir une autre partie de son œuvre. Comme j'avais dit, il a fait plusieurs centaines de constructions allant des bâtiments résidentiels, des hôtels particuliers, jusqu'aux églises, jusqu'aux projets religieux. Il a eu une vie très intéressante avec un parcours professionnel qui a connu des hauts et des bas. Euh, le tournant des siècles est très souvent marqué par les guerres. Euh, donc, ce destin n'a pas épargné Chektel non plus. Chektel meurt en 1926 dans la banlieue de Moscou, à Petrovsko-Razumovski. Il louait une petite dacha, donc c'était quelqu'un de très aisé au moment de l'épanouissement de sa carrière. Comme nous l'avons dit, après la Révolution, il a pris un coup dur. Sa vie a fait un détour assez déplorable, mais il reste bien évidemment le grand maître du style moderne de Moscou. C'est surtout son nom qui est en premier associé au moderne russe. Sur ça, je pense que je vais terminer, mais si vous avez des questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Le micro, s'il vous plaît, parce que sinon on vous entend pas. Oui, moi je suis écouteur ce soir. J'ai oublié d'activer mon micro. Oui, donc effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser par voix, oralement. Vous pouvez les écrire sur le chat. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous les adresser et nous allons les transmettre à Anna. Moi, je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai eu un petit commentaire. Premièrement, effectivement, on veut bien une troisième conférence parce que l'un des bâtiments emblématiques de Moscou, c'est la gare de Yaroslavl, qui en fait impressionne tous ceux qui arrivent sur la place des trois gares. Et il y a la gare de Leningrad, euh, celle de Kazagne et la gare de Yaroslavl. Toutes les trois sont des constructions très intéressantes du point de vue architectural, mais le plus inédit, le plus extraordinaire, le plus remarquable, c'est bien évidemment la gare de Yaroslavl, conçue par Fyodor Chektel. Donc, on aimerait bien écouter cette histoire. Je pense que je ne suis pas la seule. En ce qui concerne les questions, enfin, je ne suis pas historienne d'art, je ne suis pas architecte non plus, donc je ne m'y connais pas très bien. Mais ici, en Belgique, l'art nouveau, c'est surtout les hôtels particuliers. Il y a très peu, enfin, il n'y en a pas, je pense. Il n'y a pas de construction religieuse.
ou presque. Par contre, il y a tout un nombre d'hôtels particuliers où on retrouve le style moderne, Art Nouveau, ou encore le style gothique. Et ici, les guides disent qu'il y a une influence de pré-raphaélite, il y a l'influence du style anglais, d'où, en fait, ressort l'Art Nouveau. Donc, est-ce qu'en Russie, c'est aussi la même lecture? Non, en fait, chez nous, en Russie, l'histoire a été un petit peu différente. À la première conférence, j'ai dit que effectivement, les traditions nationales ont été cruciales dans le cadre de la formation du style moderne. Oui, la gothique, les pré-raphaélites, l'influence britannique ont bien évidemment marqué le moderne, l'art nouveau européen. Quoique Macintosh n'était pas très épris des pré-raphaélites. En Russie, tout est parti du style russe. Aujourd'hui, je n'ai pas donné d'exemple, mais en fait, la gare de Yaroslavl, c'est le style néo-russe, romantique. C'est la variante du moderne russe. Et la gothique de Chectel est tout à fait unique. En fait, nous faisons souvent des blagues que Chectel était allemand. Du coup, il avait sa propre vision du style national. Mais oui, elle a beaucoup aimé le style néo-gothique. En ce qui concerne la variante française, Belgique, oui, il y a bien évidemment l'influence des pré-raphaélites, mais après, il y a le Moyen Âge qui ressort sur le premier plan pour la Russie. Oui, la néo-gothique de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle avait sa place, mais elle n'était pas dominante. C'était plutôt quelque chose du domaine du théâtre, comme des décors de théâtre. Donc oui, c'est bien différent. Chez nous, oui, c'est la gare de Yaroslavl. D'accord, merci. Oui, je pense que c'est emblématique que les trois plus grands architectes du moderne russe, Chektel, Suzor et Lev Kekouchev, qui ont assuré la gloire de l'architecture russe de cette époque, donc de par leur origine, étaient en russe, en français et en allemand. Ils sont tous nés, ils ont tous vécu en Russie et donc ont assuré l'épanouissement de l'architecture du style moderne russe. Oui, c'est vraiment un phénomène international, interculturel. Sur ça, je tiens à vous remercier encore une fois et du coup annoncer la prochaine conférence. La prochaine conférence sera donnée sur les nouvelles technologies. Donc, un artiste photographe va nous parler de son exposition, comment il l'a créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Moscou, Bruxelles, Saint-Pétersbourg. Donc, comment il luttait contre l'intelligence artificielle à l'aide de mes descriptions. Oui, donc effectivement, il a utilisé comme base les textes, les descriptions. Donc, on peut dire que Anna est aussi parmi les organisateurs de cette exposition. Tout à fait. Je pense que donc nous allons l'organiser dans 2 semaines et après on aura du coup une troisième conférence avec vous, Anna. Nous allons parler une fois de plus de Chectel, de son héritage, de ses constructions religieuses, de ses bâtiments publics. Je vous remercie. Merci pour votre temps. Merci pour cette conférence et pour toute cette belle architecture. C'était très intéressant. Oui, merci à Chectel surtout. Oui, surtout à lui, effectivement. Merci. Donc, suivez bien nos annonces. Prenez soin de vous et à la prochaine fois sur notre plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. À bientôt.